Vous avez tout dit en fait dans cet épisode. Je pense que quiconque veut construire un personal branding en 2025 et en comprendre vraiment les clés, les petits secrets, les choses inconscientes et subtiles, mais qui comptent, écoute cet épisode, il a tout. Laurine, Alice, bienvenue sur le podcast. Je pense que c'est la première fois que je fais un podcast en présentiel et à 3. Donc vous m'aidez à inaugurer ce format. Je vous posais la question, mais je vais vous demander de répéter. C'est quoi le mood là sur une échelle de 1 à 10? Petit mood de dimanche matin. Voilà, j'ai envie de faire un brunch vocal avec vous. J'adore. Nouveau concept. Moi, franchement, je suis trop contente d'être là. Je suis un bon 8 sur 10 et ça me fait trop plaisir qu'on soit 3. Je pense que la dynamique de l'échange, elle va être exceptionnelle. Donc, j'ai trop hâte qu'on démarre. Mais moi aussi. Et je vous avoue que le podcast, à chaque fois, pour moi, c'est vraiment, on va dire, la bonne excuse pour connecter avec les gens avec qui j'ai envie de connecter, mais dont je sais que l'emploi du temps est suffisamment rempli pour leur demander « Ah, tu veux pas m'accorder un après-midi ?» ou « Personne un après-midi ?» Mais par contre, de se dire, on s'était croisés une fois au dîner des créateurs de Caroline Mignot, il y a 1 an maintenant, quasiment jour pour jour. Et je m'étais dit, il faudra que je les ai sur mon podcast un moment. Premier challenge pour vous réveiller, pour nous échauffer. Laurine, tu vas commencer. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas en 3 bullet points, lesquels ce seraient? Ok, 3 bullet points. Première chose, ce serait créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je coach les gens à créer du contenu du coup sur les réseaux sociaux qui va leur permettre de convertir après derrière. Donc tous les entrepreneurs, solopreneurs, indépendants, freelance qui ont besoin de se faire de la visibilité et donc aller chercher des clients évidemment sur les réseaux sociaux. Troisième bullet point, je dirais que je suis une nana plutôt coriace, persévérante et je lâche jamais rien quand j'ai besoin d'aller chercher mes objectifs. Donc ça fait un cocktail un peu sympathique, un peu tu sais un gin tonic avec l'olive dedans, c'est sympa. Et la petite touche de piment qu'on n'a pas l'habitude d'avoir de temps en temps. Exactement. Quelques chiffres aussi pour nous, parce que je trouve que plus on interviewe des invités de haut vol, plus ils ont tendance à faire preuve de modestie sur leurs chiffres. Vous êtes toutes les deux, vous avez d'énormes communautés sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est bien de le souligner aussi pour les auditeurs et auditrices. Ouais, sur les réseaux sociaux, j'ai plus d'1 million de personnes qui me suivent. Oh, largement plus, je pense. Ouais, un peu. Tu dois avoir 1,3 million, non? Ouais, 1,2 million, 3 à peu près. C'est une métrique que je regarde plus maintenant. Mais ouais, TikTok, Instagram, LinkedIn, c'est vraiment... Et chaque réseau social a sa spécificité, donc c'est hyper intéressant après d'aller peut-être plus en profondeur, mais en tout cas... Cumuler plus d'1,3 million. Ouais. Incroyable. Hâte d'aller creuser qui, quoi, où, comment, pourquoi. Alice, 3 bullet points et quelques chiffres. Alors moi, je suis social media manager grand groupe. Je suis aussi mentor, intelligence relationnelle, réseaux sociaux. Je commence l'IA. Voilà, je vais peut-être lancer l'IA et formation podcast bientôt. Et puis conférencière, j'adore aller au contact des gens. Et d'ailleurs, on en a fait plein de métiers. J'ai plein d'entreprises, j'en ai 6 en tout. Je te raconterai au cours du podcast. Et la petite bullet point supplémentaire, c'est un petit peu starbé, assumé, parce que je crois que je dois être le rôle modèle pour les femmes qui n'ont pas encore osé développer cette audace, tu vois. Voilà, donc moi, je me roule par terre en conférence, je fais des blagues, j'essaye d'aller là où la gêne est une forme de courage, tu vois. Donc ça, c'est important pour moi. Et puis après, en quelques chiffres, alors moi, j'ai 1 million, tout réseau confondu, mais pas que moi. C'est-à-dire que je gère aussi des pages de ma boîte, je gère des pages de mon académie, je gère la page de mon mec, et même de mon chien qui a un TikTok et qui est une star sur TikTok. J'aime bien parce que je suis un petit peu hyperactive, j'aime bien aller dans tous les horizons et toutes les niches. Donc tu vois, je gère aussi bien une page de VTT qu'une page business, qu'une page sur un chihuahua. J'adore toutes les niches en fait. Il y a un truc qui me fascine chez toi, Alice, c'est ta capacité à créer du contenu incroyable. Mais surtout, tu dis que tu as 6 entreprises, tu es social media manager grand groupe. Et je me dis, mais en fait, tu crées du contenu jour et nuit, tu crées du contenu en dormant pour pouvoir tout faire. C'est un mystère pour moi. Oui, c'est un peu ça. En fait, je dors pas beaucoup, c'est vrai. Je crois que je dois dormir en moyenne entre 4 heures et 7 heures à peu près. Et surtout, le secret, en fait, c'est que la création de contenu, pour moi, c'est ma passion, en fait. C'est une drogue, vraiment, je dois dire la vérité. Quand j'en fais pas, je suis très triste. Donc, j'essaye de déléguer un max les tâches que j'aime pas, la compta, tout ce qui va être... je sais pas, accompagnement administratif de mes élèves, tout ce qui va être setting, tout ce qui va être closing, tout ce qui va être gestion ou pilotage, tu vois, de l'après avec des clients où on a mis en place un processus et que ça y est, ça peut tourner. J'ai un copywriter quand je peux déléguer la partie texte, tu vois, mais la création de contenu, si on me l'enlève, franchement, moi je le ferais sans être payé, tu vois ce que je veux dire, c'est ma passion, quoi. Donc voilà, d'où le secret. Donc tu délègues tout, sauf la création de contenu pour les différents comptes que tu gères. Alors, j'ai essayé de déléguer la création de contenu, tu vois, pas plus tard qu'il y a 1 mois. Ça s'est très mal passé, je m'entends super bien avec l'équipe, tu vois. Mais en fait, elle m'a dit, écoute, t'inquiète pas, pense à rien, on va créer ton texte, on va créer le décor et tout.
Et en fait, j'ai regardé ce qu'elle m'a envoyé. D'ailleurs, il y a quelques exemples sur mon profil. Vous verrez, vous allez sur mon profil, Alicia Designer, il y a des reels où on dirait pas moi, où je suis hyper sophistiquée, où dans la manière de parler, c'est pas moi. Et en fait, ça marche pas, quoi. Ça fait pas de vues. Donc la fille, elle m'a dit, oui, tu vas voir, tu vas faire plein de vues et tout avec notre méthode. Mais il n'y a pas de méthode. La méthode, c'est de s'incarner. Si tu fais semblant d'être toi, ça ne marchera pas, de toute façon, quoi. Voilà. Ça me parle. Je me reconnais beaucoup dans ton discours de si je pouvais faire de la création de contenu gratos, je le ferais. Ouais. Et moi, s'il y a un truc qui me kiffe et dont je me lasse pas, c'est ça aussi. Et limite, je voudrais que tout le reste soit délégué, sauf ça. Donc, ça me parle très fort. Merci pour vos présentations, les filles. Je vous ai préparé, c'était pas dans la présentation que je vous ai envoyée, mais je vous ai préparé des petites questions icebreaker pour chacune d'entre vous. Le but, c'est de répondre du tac au tac. J'adore. Laurine, je te passe la balle. Est-ce que tu te souviendrais d'un contenu récent que tu as publié, qui a complètement floppé, mais toi, au fond de toi, tu étais trop fière? Complètement floppé, ça dépend où on met le curseur, mais je pense que c'est les nouvelles vidéos que je suis en train de faire en termes général, où j'axe ma com plus sur un truc hyper authentique. J'aime pas trop ce mot, mais genre je prends mon téléphone et je réfléchis pas, j'ai pas de brief, je réfléchis pas à ce que je vais dire. Je me dis, ok, quelle idée me vient en tête tout de suite? Je me filme, je monte ça et je sous-titre ça en 10 minutes. Et tu postes. Et genre après, je poste. Et en fait, il y a moins de vues parce que c'est un nouveau type de format, etc. Mais c'est le truc dont je suis fière parce que ça me plaît de créer du contenu de cette manière. Genre vraiment, des fois, t'as des façons de créer du contenu, c'est barbant. Et là, vraiment, c'est un truc qui me plaît de ouf. Puis ça sort de toi, c'est Ouais, beaucoup plus brut, beaucoup exactement. plus authentique. Dans le sens, ça sort du cœur directement. Exactement. C'est pour ça que, voilà. Donc, je pense que je voulais partager ça parce que c'est important de dire que des fois, c'est pas forcément que ce qui marche le plus qui va te faire kiffer. Genre, c'est pas grave, tu vois. Ça finira par marcher à un moment. Puis souvent aussi, quand on change de format, je trouve qu'il faut une mini rééducation de l'audience sur voilà ce qui arrive. Et on peut pas s'attendre à ce que tout de suite ça pète, quoi. Oui. Donc il y a aussi le temps que les gens se réhabituent à cette nouvelle manière Et de communiquer. Instagram. Parce Et qu'il Instagram faut aussi. rééduquer Ouais. Insta aussi. Ouais. Il comprend pas au début. Ouais. Ben moi, c'est un peu comme toi. Alors, en ce moment, j'ai beaucoup de dates sur scène et tout ça. Et à chaque fois, j'aimerais toujours même poster un reel de moi avec le récap, tu vois, de la scène. C'est important pour moi, c'est ma preuve sociale, c'est pour montrer, ça y est, j'ai fait cette scène où il y a eu telle énergie, tu vois, au cours de cet événement. Et à chaque fois, je suis trop contente, je me dis, waouh, là, ma punchline, elle était incroyable et tout. Je me dis, waouh, ça va faire 1 million de vues. C'est mes pires vues en termes de reel, tu vois. Donc, je suis dégoûtée. mais je suis contente parce que je me dis, il y a quelques années en arrière, j'avais même du mal à prendre la parole en public. Donc, c'est une fierté de le voir. Et je disais à Laurine hier, parce qu'on sortait d'un événement, ça commence à être impactant dans ta vie quand tu te fais rire toi-même ou tu t'inspires toi-même. Alors, c'est pas mégalo quand je le dis, c'est vraiment, on a tellement été mises de côté, bonne élève, on nous a demandé d'être discrète à nous, mesdames, et quand on voit qu'on fait du bruit, mais pour notre cœur, j'entends, ça fait du bien, tu vois. Moi, j'ai un passé avec une relation assez toxique où j'avais même pas le droit de parler à des hommes quand j'étais à une soirée, tu vois. Donc, quand je me vois gueuler sur ces messieurs avec des blagues, tu vois, sur scène, je me dis, ah ouais, j'ai fait du chemin, tu vois. Donc, voilà. Ouais, il y a une forme de revanche. Ouais, j'allais dire même presque vengeance, tu vois, sur Watch Me. Regarde, ouais, voilà. Faire, quoi. D'ailleurs, ça va bien avec la chanson Watch Me. Autre question pour vous, Alice, je commence par toi cette fois-ci. Si tes followers pouvaient voir les coulisses pendant 24 heures de ta vie, qu'est-ce qui les surprendrait le plus? Je sais pas, parce qu'ils voient toutes les coulisses, je crois, mais ils seraient avec moi dans mon lit, parce que moi je travaille beaucoup dans mon lit, ça les fait marrer. Ils verraient que je suis une nana assez cool, j'ai mes lunettes de myope cul de bouteille, tu vois, qui sont tellement larges que de profil, t'as l'impression que j'ai un immeuble posé sur le nez. Ils verraient que je suis quelqu'un de très simple, donc j'aime beaucoup me maquiller, que je suis très sophistiquée en même temps d'un côté, et de l'autre côté je suis quelqu'un de très simple, j'aime bien vivre ma vie en chaussons licorne. Non, par contre là où ils seraient épatés, je crois, c'est tout ce que j'arrive à faire en même temps. Ça se voit peut-être même pas sur mes réseaux, mais vraiment, genre, je suis un peu Matrix dans ma tête, tu vois, et je passe vraiment du coq à l'âne. C'est-à-dire qu'en même temps, j'appelle mes élèves, de l'autre côté, je suis en train de faire une presse pour un séminaire pour Partouche, de l'autre côté, je suis en train de préparer les slides de ma conf, ensuite je prépare un challenge, ensuite j'appelle mon équipe, je leur dis comment ça s'est passé cette semaine, le closing, ensuite je suis en train de créer un contenu, ensuite je suis en train de faire un shooting en même temps, je fais tout en même temps, ouais. Ça, ils se diraient, ah ouais, d'accord, elle n'est pas si conne, la fille. Je pense, je sais pas. Voilà. Et en même temps, je gère le garage de mon mec parce que je me suis associée à lui. Donc, il faut aussi gérer le garage, il faut aussi gérer le club des samouraïs, il faut aussi gérer les châteaux d'entrepreneurs. Enfin, pas mal de choses. Mais je pense que c'est quelque chose qui transparaît déjà sur tes réseaux sociaux, mais du coup, ce serait exacerbé encore plus si on était avec toi. Et toi, Laurine?
Moi, je pense que ce serait qui verrait que je suis une meuf complètement normale comme eux. Genre, parce que tu sais, nous, les entrepreneurs qui créons du contenu, on montre nos résultats, on montre ce que nos clients ont fait comme résultat, etc. Forcément, quand tu commences à avoir des abonnés, quand les gens te voient sur des confs, les gens se font un a priori de se dire bah, cette personne, genre, c'est une resta, ou cette personne, elle est blindée, ou cette personne, elle a grave, enfin, elle a une putain de réputation. Alors qu'en vrai, genre, je fais du contenu, je me montre. C'est pour ça qu'en fait, bah, y a plein de gens qui me connaissent parce que j'ai de la visibilité, mais je suis pareil que vous. C'est vrai ça. Ouais, je pense que les gens ils seraient choqués de voir que ben, là, pour l'instant, pendant la construction de ma maison, j'habite dans un petit appart de 50 mètres carrés avec mon mec, que moi aussi, je me fais à manger. Moi aussi, Ton quotidien je n'est pas si fais décorrélé. les courses. On jette nos poubelles aux poubelles. Voilà, Vous j'ai faites pas vos de courses ou majordome. Vous faites vos courses ou vous faites livrer vos courses? Alors moi, c'est pire que ça. T'es un chef à domicile qui... Non. Bah, presque. Tu manges Mais pas. c'est, enfin, en fait, en fait, moi, je passe par la brigade de Véro. C'est un truc exceptionnel. En fait, c'est une mamie qui a explosé. C'est-à-dire qu'au départ, elle faisait des petits plats pour ses amis autour d'elle. Les gens ont dit, mais attends, mais il faut que tu grossisses, il faut que tu t'en fasses une marque, ce concept, tu vois. Elle a créé un premier petit labo, puis ça a grossi, puis maintenant, elle livre partout en France. Et donc, elle te fait la cuisine de mamie. Donc, c'est hyper varié. Tu as des légumes, tu as à manger. Tu peux choisir le type de régime que tu veux. Moi, par exemple, je mange très fibre, très protéines, tu vois. Et franchement, c'est hyper bon. J'ai jamais trouvé d'équivalent dans les marques comme ça, parce que alors, les comme j'aime et tout, c'est immonde. Non, mais il faut dire la vérité, je suis désolée. Mais, ou les autres trucs, là. Hello Fresh, il faut avoir le temps de cuisiner. Là, c'est en barquette. Tu vois, moi, j'ai pas le temps de faire ni mes courses, ni faire à manger, mais je veux manger sain, tu vois. Et c'est exceptionnel. C'est mon mec qui m'a fait découvrir ça. Franchement, je pourrais plus m'en passer. Je mange mieux que si je me faisais mes courses. Je mange des trucs que j'aurais jamais achetés, tu vois. Curcuma, paprika, fenouil. Qui s'achète du fenouil de notre génération? Ben moi, j'adore, tu vois. Et c'est incroyable. Et franchement, tu gagnes 1 heure de course, tu gagnes 1 heure tous les jours pour te faire à manger. Mais t'imagines comme t'es rentable. Tu te fais à manger, toi? C'est mon mec qui fait à manger en ce moment. Ah, je putain, revis. la chance. Ouais, Mon mec fait pas à manger. Donc... Mais moi, j'adore faire à manger. Donc, en vrai, pour moi, c'est un peu comme un plaisir, un passe-temps. Quand je prends le temps, vraiment, je prends le temps de le faire parce que ça me fait plaisir, quoi. C'est comme quelqu'un qui irait faire du sport. Bon, bah, moi, je fais à manger, quoi. J'aime bien. Mais c'est toujours intéressant de se poser la question parce que je pense que c'est une des premières choses que les entrepreneurs ont tendance à optimiser ou à déléguer. Bien sûr, il y a le ménage, mais ça va être la cuisine aussi qui est un gros poste souvent. Dernière question. Quel est le message le plus bizarre que vous ayez reçu d'un abonné? Bah, c'est même pas un message, c'est une photo, quoi. Enfin, je veux dire, je pense que j'ai pas. Je pense que tout le monde a compris le type de photo. Ouais, non, les messages bizarres, il y en a pas mal. Hein. Bon, alors, il y a tout le pan volet un peu sexuel, les aubergines, enfin, toute la ratatouille d'ailleurs. Après, tu as vraiment les demandes. Tu sais, quand les gens comprennent pas que subtilement, tu as essayé de leur faire comprendre que tu n'étais pas intéressé, mais qu'ils insistent, tu vois. Et donc, tu essayes d'être correct. Tu dis, écoute, je suis désolée, pas pour cette fois. Non, allez, une prochaine. Là, j'ai pas le temps, en fait. Tu sais, ça va être des gens qui veulent absolument que tu fasses leur truc, leur événement, leur séminaire. Et ils ne comprennent pas que plusieurs fois, tu as mis des signaux où c'était pas possible, tu vois, pour plein de raisons. Parfois, c'est les valeurs qui collent pas. Parfois, c'est la commu qui colle pas. L'intuition aussi, beaucoup. L'intuition, et puis parfois, t'as pas l'énergie, quoi. Enfin, et je trouve qu'il y a énormément de vampires énergétiques par message, tu vois, qui n'ont pas justement cette intelligence relationnelle de comprendre que on est des humains derrière. On n'est pas juste des produits. Tu vois, t'as des gens qui veulent beaucoup nous utiliser avec Laurine. Pour votre visibilité. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai beaucoup de gens, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Il y avait une de mes abonnées qui me suivait dans tout, qui prenait tous mes produits gratuits. Bon, c'est cool, tu vois, c'est fait pour ça. Qui consomme jamais chez moi, qui ne fait jamais de commentaires, jamais d'interaction et tout, mais c'est une absorbeuse, tu vois, je les appelle comme ça. Après, plus de nouvelles, plus de sons, plus d'images pendant 6 mois. Puis plus tard, elle revient comme une fleur. S'il te plaît, tu pourras partager mon livre dans ta story. Je vais le faire, tu vois. Je suis gentille, je suis trop bonne, trop conne, je vais le faire, mais aucune subtilité, tu vois, dans l'approche, et ça m'énerve, ça me fatigue. Donc, s'il vous plaît, si vous avez prévu de m'utiliser, ayez la décence de poser les commentaires pendant 6 mois sous mes posts. Voilà, enfin, un peu de bon sens, quoi, un peu d'éducation, quoi. Voilà. Et tu repartages, parce que je sais que moi, de mon côté, les demandes de partage de livres, de j'ai pas de client, partage-moi, de tiens, j'ai tel formulaire, etc. En fait, moi, je dis non à tout le monde et la réponse, c'est la même pour tout le monde. C'est en mode non, je fais aucun partage en dehors des choses qui viennent de moi, parce que sinon, c'est pas juste pour tous les gens à qui je dis non. Et exactement. Voilà. En fait, je le fais pour mes élèves quand même. Je le fais pour mes élèves. Tu vois, même là, je suis en train de payer une salle pour organiser un événement, pour les mettre en avant, pour qu'elles deviennent speakeuses, tu vois.
Mais j'essaye de trier, oui, parce que sinon, c'est pas juste, en fait. Typiquement, alors, les assos. Je suis Mais ouais, ça me prend au cœur, c'est chiant. En fait, je suis déjà marraine et ambassadrice d'asso, tu vois. Donc, le problème, c'est que si je commence avec une, je l'ai fait une fois. Après, j'ai 2000 assos qui me demandent de partager. Et donc, en fait, ça se perd aux oubliettes. Donc, il faut trier aussi. On n'est pas que des panneaux publicitaires. Voilà. Donc, et puis, nous, c'est pas contre l'asso en question, c'est qu'on a un cœur aussi. On a envie de partager votre cause. Mais on est déjà engagé dans d'autres causes qu'on a déjà du mal à avancer et mettre en lumière. Donc voilà, il faut se mettre à notre place. Parfois, on a vraiment un mauvais rôle quand on est créateur de contenu et entrepreneur. C'est qu'en même temps, on a un média. Mais TF1, lui, on lui demande pas, tu vois, de partager comme ça. Hey, TF1, t'as pas envie de partager mon info? Ouais, voilà. En même temps, une star, une chanteuse. Bon, ça y est, c'est ses managers qui gèrent son. Mais nous, on est là, on est proche de notre commu. L'influenceur, on va pas lui demander parce que de toute façon, on se dit, oh non, non, mais il a une mauvaise image. On va pas demander à Maëva Guénam qui fait la pub des strings et en même temps des chirurgiens esthétiques de partager l'assaut. Donc nous, en fait, on est au carrefour de tout ça, tu vois. Et c'est pas facile, quoi, vraiment. Bah, c'est à nous d'être le rempart et de dire non, en fait. Parce que moi, je me dis toujours, je peux pas en vouloir aux gens de demander, maladroitement ou pas, parce qu'en fait, on leur transmet ce message de il faut oser, il faut. Bah voilà. oui. Alors, des fois, c'est maladroit parce qu'il n'y a pas l'intelligence relationnelle, etc. Mais à chaque fois, moi, même si des fois ça me heurte un petit peu, je me dis, bon, je peux pas leur en vouloir. Ils font la démarche. Oui. Par contre, c'est à moi de dire non. Et de le dire fermement aussi. Ça m'appartient, mais c'est dur. Tu mets tes limites, quoi. C'est ça. Important. Ou d'expliquer. Tu leur éduques. Mais c'est dur, c'est dur. Moi, par exemple, j'ai mis en relation mon agent d'auteur avec une élève. Elle a fini par sortir son livre. Et je lui ai dit, bah, quand ton livre il sortira, je le repartagerai, parce que ça me fait plaisir. Et donc, tu vois, il y a ce truc de dire, oui, on peut pas le faire pour tout le monde, mais je peux aussi avoir le droit de choisir qui je veux partager, tu vois. Ouais. C'est pas gravé dans le marbre. Bon, après, voilà, il y en a qui viennent avec un petit peu des pincettes, qui le font de manière un peu plus intelligente. D'autres, c'est vraiment un peu moins éduqué et du coup, ça peut frustrer. Enfin, moi, je sais que je me fais très vite une image au premier abord. Et si cette image, elle est négative, je vais avoir beaucoup de mal à me l'enlever. Alors qu'Alice, elle va être beaucoup plus smooth en mode, je donne une deuxième chance. Les gens peuvent mal s'y prendre la première fois, c'est pas grave. Et voilà, après, moi, j'ai vraiment du mal à me l'enlever. Donc, c'est con de se cramer pour un truc comme ça, quoi. Qui est la plus gentille de vous deux? C'est elle. T'aurais dit la même chose, Alice? Pas spécialement. Pour moi, c'est ma sœur, tu vois. Donc, pour moi, je peux pas trouver quelqu'un de plus gentil que Laurine, puisque c'est mon élu, c'est mon Néo dans Matrix, tu vois. Maintenant, je vois ce qu'elle veut dire, genre dans le sens la plus gentille qui se fait absorber, c'est moi. La plus bienveillante qui se fait un peu bouffer parfois. Ouais, voilà. La bonne poire, c'est moi. Oui, à la réponse. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué aux auditeurs pourquoi est-ce que vous êtes toutes les deux ensemble sur ce plateau, j'ose l'appeler comme ça. Certes, de par votre personal branding, ce que vous faites sur les réseaux sociaux, mais au fait, vous êtes aussi copine dans la vie, sœur, tu l'as dit, associée. C'est quoi vos projets ensemble? Bon, déjà, on a une boîte qui s'appelle Ella Events, donc on l'appelait Ella parce qu'en fait, quand tu le prononces Ella, tu sais, c'est Ella, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la musique. C'est LA, c'est Laurine et Alice. C'est une boîte d'événementiel où on crée plein de choses. Là, on prépare des summer class cet été. On a créé le château des entrepreneurs, qui est une marque déposée. On fait des super séminaires dans les châteaux, c'est une expérience humaine aussi. On a vu beaucoup de projets naître de ces châteaux parce qu'on fait beaucoup de hot seats. Il y a l'intervention de coach, il y a aussi des moments forts où on leur laisse le temps d'apprendre à se découvrir. C'est vraiment du networking complètement différent parce qu'on dort parfois même ensemble dans les mêmes chambres alors qu'on ne se connaît pas toujours à la demande des gens, mais... Et puis, il y a beaucoup de création de contenu. Il y en a qui se lancent dans le podcast pour la première fois dans ces expériences-là. Et si tu veux rajouter aussi d'autres choses, Mallory? On fait tout ensemble. C'est-à-dire que on vient sur Paris ensemble, on fait nos conférences ensemble. Si on doit partir à l'étranger ensemble sur des séminaires, on y va. C'est vrai que moi, c'est devenu un peu un pilier. Et elle me tire vers le haut d'une manière, moi je la tire vers le haut d'une autre. En fait, on est toutes les deux dans nos zones de génie. On pourrait très bien se dire, bon, mais on est concurrentes et du coup, on ne travaille pas ensemble puisqu'on a exactement la même cible, on vend pratiquement la même chose avec juste nos spécificités, tu vois. Mais on a décidé d'en faire une force au lieu de se dire, bon, ben, chacune de son côté, quoi. Et on s'est associés. Donc, on montre même aux femmes, aux gens, que c'est pas parce que tu as une personne qui fait la même chose que toi que tu ne peux pas travailler avec. Au contraire, on n'en tire que des bénéfices. Enfin, les gens nous adorent, ils adorent notre duo. Enfin, c'est le truc qu'on nous dit le plus souvent. On adore votre énergie, votre duo, vous vous complétez. Et voilà pourquoi on est là ensemble. Tu sais, c'est intéressant parce que Laurine, elle parle de la concurrence. En fait, avec Laurine, on est concurrente directe, clairement. Et c'est marrant parce que, on a tout de suite compris que bien qu'on ait quasiment les mêmes cibles, prospects, etc., en fait, les gens,
viennent chercher chez Laurine une forme de choses, quoi, et chez moi, une autre forme de choses. Et ça se fait naturellement. Et Laurine, elle m'a toujours appris plein de choses. Moi, je lui apprends plein de choses. Enfin, on se tire vers le haut. Vous êtes très complémentaires. Voilà. Et c'est magique parce que, si tu veux, tu sais qui m'a appris cette leçon? C'est McDo. McDo, ils se mettent dans une zone où il y a toujours un KFC ou un Quick ou un Burger King. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi il y a toujours un Burger King ou un KFC à côté d'un McDo, tu vois? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que un marché avec de la concurrence, c'est un marché qui va bien. C'est un marché qui est porteur, c'est un marché qui a de l'avenir. Et si tu penses que tes concurrents sont des menaces, ben c'est que déjà dans ton marché, ça va pas durer. C'est que tu n'as pas le bon mindset. Tes concurrents doivent être des piliers. Parce que déjà, une personne qui consomme typiquement chez toi, Aline, il y a de fortes chances qu'un jour, elle consomme chez Laurine ou chez moi, ou chez Margot Cunego, ou chez Caroline Mignot, peu importe. Parce que quand tu es dans un processus de vouloir consommer, en fait, tu as envie de tout consommer, tu as envie de tout apprendre, tu vois. Et ben, tu as plutôt intérêt à t'entendre bien avec les gens avec qui tu fais le business, ce que fait McDo avec Burger King, mais ce que font aussi mes clients. Moi, je travaille pour Partout, chez un groupe de casinos. Ils s'entendent super bien avec Tranchant et Joie, et ils se respectent. Il y a comme une sorte de déontologie, tu vois, au sein des casinos. Par exemple, quand il y a un casino dans telle ville, tu ne pourras pas en avoir un autre dans la même ville, sauf si ça a été validé par le maire, etc. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit putain, mais en fait, on est trop cons, quoi. On est toujours en train de se pied dans les bottes pour rien, parce que, en fait, il y aura de la ressource chez Laurine qu'il n'y aura jamais chez moi, et inversement, et peut-être chez toi, Aline. Et moi, j'invite mes élèves à te découvrir, à découvrir Laurine, et inversement, enfin, voilà, c'est... Puis on est beaucoup sur Terre. Enfin, franchement, il y a vraiment encore de la place. Tu vois. Il y a de la place pour tout le monde, fois 10 000, et même comme ça, on n'arrivera pas à servir tout le monde. Donc, absolument. Je suis très alignée et totalement d'accord avec tout ça. Laurie, une question pour toi. En fait, j'ai prévu plein de questions, mais j'essaie de vous les répartir pour pas qu'il y ait de l'air redite, mais évidemment, on pourra rebondir les unes les autres. Parle-moi du coup un petit peu de ton process de création de contenu. Est-ce que toi, tu es de la team planning, édito, défini à l'avance, tu batches, etc. Est-ce que c'est au jour le jour? Tu nous parlais tout à l'heure de je prends mon téléphone, je me filme face cam, je monte en 10 minutes, je poste. C'est quoi le mood du moment sur ton compte? Le mood du moment, ça va être un peu au jour le jour, mais en même temps batché, parce que j'aime bien avoir du contenu en avance. Moi, il faut savoir que j'ai déjà essayé de déléguer mon contenu. C'est comme Alice, c'est pas que les gens sont mauvais, c'est que ça marche pas parce qu'il y a un truc qui transpire pas moi. Donc, comme il y a une personne intermédiaire, il y a toujours un truc de... il y a son œil à cette personne, sauf que en fait, ça ne matche pas avec mon audience. Donc, du coup, je préfère le faire moi-même. Et comme tu disais tout à l'heure, si je pouvais faire que ça de mes journées, que mon contenu, me rendre visible, aller à des événements, des conférences, je ferais que ça, en fait. Parce que, en tout cas, la vision du CEO qui a une boîte qui tourne, c'est ça, tu vois. C'est vraiment se rendre visible et tout le reste est délégué. Dans le meilleur des mondes, évidemment. Dans un monde hypothétique. Dans le meilleur des mondes. C'est un joli pays, la théorie. Donc, non, moi, j'ai pas de calendrier éditorial. J'en avais à mes débuts, évidemment, parce que ça m'a beaucoup servi. Au début, quand tu sais pas comment faire, tu processises. Maintenant, je sais ce qui marche, je sais ce dont mon audience a besoin, je sais ce que je suis capable de faire, de pas faire. Donc, j'ai pas de calendrier édito. Je me dis, OK, je prends mon téléphone, par exemple, je vais me dire, je ne sais pas quel sujet je vais aborder. À partir du moment où j'ai appuyé sur Rec, je commence à avoir une idée et après, je pars un peu en freestyle dessus. C'est en général 1 minute 30, donc c'est très court. En vrai, je laisse libre cours à mon imagination. Ça m'arrive vraiment souvent de monter et de poster direct, mais quand je suis dans l'énergie, en fait, je reprends encore mon téléphone et je refais une vidéo. Je refais une vidéo. Et en fait, j'arrive à la fin en 20 minutes, j'ai fait 6 vidéos d'1 minute 30. Et je sais qu'en fait, j'ai mon contenu pour une semaine si je publie une fois par jour. Et donc, en fait, en 20 minutes, c'est réglé. Après, il y a un peu de montage, de sous-titrage que j'aime bien faire. Il y a plein de gens qui vont se dire « Mais à son niveau de business, je ne comprends pas qu'elle ne délègue pas, etc. » Mais moi, j'adore ça. Et c'est vraiment, ça fait partie de mon plaisir. Donc, quand je le fais, je peux avoir, par exemple, 7 vidéos faites en 1h30. Si je suis vraiment méga focus, maximum 2 heures, j'ai mon contenu de la semaine et c'est fait, quoi. Je voulais rebondir avec ce que tu dis parce que, en fait, on serait même hypocrite et malsaine de former à la création de contenu et aux réseaux sociaux si on le faisait pas. Parce que le fait d'avoir le nez dedans, tu vois, typiquement, là, il y a eu Edit qui est sorti. Tout le monde était en feu. Donc, Edit, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'application de Instagram nous avait vanté. Incroyable, Instagram va sortir un nouveau CapCut et tout. Donc, moi, j'y vais, je suis en feu et tout. Je tombe sur le truc, je dis, attendez, quoi ? Ça fait 6 mois qu'on me fait attendre pour cette merde. Mais tu vois, si je crée pas mon contenu, mais comment puis-je être dans la réalité de mes élèves? C'est absolument impossible. Tu vois, je sais pas,
Ce serait comme dire je suis prof d'orthographe et puis je fais des fautes à toutes mes dictées. Enfin, c'est pas possible. Donc, on est obligé d'avoir le nez à un moment donné dans la création de contenu si on forme à la création de contenu. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois, sinon. Après, bon, je suis d'accord, peut-être qu'on pourrait déléguer beaucoup plus. Mais on est un petit peu... Contrôle fric. Non, mais moi, je suis contrôle fric. Moi, je suis un peu sadomaso. J'avoue, hein. Donc, voilà. C'est très compliqué, je trouve, quand on a un personal branding aussi fort que vous deux, et je m'inclure aussi dans le groupe, de déléguer. Moi, j'avais une content manager qui était salariée dans l'équipe pendant presque 2 ans. Waouh. Et on co-créait le contenu Instagram ensemble, tout ce qui était un peu les carousels, les contenus très éducatifs, elle le faisait. Et moi, je faisais les posts beaucoup plus personal branding. Ouais. Mais en fait, force est de constater que les résultats sont pas les mêmes que quand c'est moi qui m'occupe des posts. Et là, j'ai repris 100% des contenus depuis le début de l'année 2025. Et je vois la différence. Et je pense que même la personne la plus douée du monde, en fait, elle n'est pas nous. Elle n'aura jamais ce petit twist, cette formulation, cette tournure de phrase, ce retour d'expérience. Et déléguer, oui, mais quand on est 100% personal branding, c'est là où ça se complexifie un peu, je trouve. Je voulais juste demander si tu faisais tout ton contenu aussi, du coup, tout ce qui est post LinkedIn, vidéo et tout, c'est toi qui t'en occupes. 100% moi. C'est dingue, tu vois, il y a peut-être, enfin, les gens vont peut-être se dire, ah, mais c'est ouf, genre, je croyais que la machine était bien huilée et tout était délégué, mais enfin, pas Si du ça tout. peut rassurer ceux qui n'aiment pas la création de contenu, je peux vous donner aussi une alternative. Si vous nous écoutez et que vous vous dites « Ah mon Dieu, mais moi, j'ai pas le temps de créer le contenu », parce que parfois, il y a des métiers qui ne le permettent pas. Typiquement, moi, sur LinkedIn, j'ai un autre process. Donc, j'ai mon ghostwriter. Hein. En gros, lui, son rôle, surtout, c'est d'interagir sur LinkedIn, en fait. Parce que moi, j'ai pas le temps de faire tous les commentaires et tout ça. Et ce qu'on fait pour la création de contenu, c'est que je vais recycler des choses qui ont pas mal marché sur d'autres réseaux, tu vois. Et je lui demande de me préparer des textes qui sont plus adaptés à LinkedIn parce que sur Insta, tu vas mettre beaucoup moins de légendes, etc. Et moi, mon rôle, c'est de repasser derrière parce qu'en fait, dans tous les cas, même s'il essaye d'apprendre comment je parle, ça ne marchera jamais. Donc, mais au moins, il me fait gagner un temps fou de structuration, d'idées et tout ça. Et après, il gère toute la publication, la programmation, répondre aux messages. Et sur LinkedIn, enfin, moi, j'ai été étonnée quand je suis arrivée sur LinkedIn parce que je pensais que j'avais beaucoup de messages sur Instagram. Mais sur LinkedIn, mais j'ai jamais vu un réseau où on reçoit autant de DM. C'est insupportable. Moi, LinkedIn, j'y vais une fois tous les 6 mois. J'ai peur, je referme, je repars. En fait, j'arrive plus à publier. C'est horrible parce que j'avais commencé à publier un moment. Je publiais quasiment tous les jours et tout. Ça avait marché du feu de Dieu. Et maintenant, je n'ose plus publier parce que je me dis si je publie trop, j'aurai trop de commentaires, trop de DM. Il faut que tu délègues la partie comme DM, vraiment. Ah ouais, non, mais c'est génial. Franchement, j'ai l'impression de cracher dans la soupe. Mais c'est bien. Enfin, C'est bien, oui. Non, mais le problème, c'est que dans ces interactions, en fait, on a 1/10 qui est bien. Et en fait, le reste, c'est du démarchage, la prospection, des trucs qui servent à rien. Genre, bravo pour votre nouveau poste. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. On s'en fout, en fait. Ou alors, il y a une faute d'orthographe dans votre poste. Oui, bon. à l'armée LinkedIn. La police LinkedIn. Ah, les fameux. Bon, elle est sur Instagram aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Toi, Alice, c'est quoi? C'est planning éditorial préparé à l'avance, au jour le jour? Alors, non, j'ai pas de planning éditorial, mais c'est vrai que j'ai souvent... En fait, j'ai des pics, des élans de créativité. Ça peut arriver quand je vois que j'ai une journée où j'ai du temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter des tas et des tas de contenus d'avance. Donc, ça peut être storytelling, clivant, pédagogique, inspirationnel, etc. Et je les mets tous en brouillon. Et je sais qu'ils sont là. Bah, hier, t'en as fait combien? J'ai pré-monté 40 contenus, quoi. 40. Que tu avais déjà filmé ou tu récupères des rushs dans ta pellicule et tu fais des petits... Non, là, c'était vraiment particulier. On s'était mis comme ça un studio de podcast avec Laurine. On avait enchaîné les questions. Bam, 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 bam. Ça fait des petits reels de 30 à 45 secondes. Et moi, je les ai tous... Quand je dis pré-monter, c'est que je fais mes pré-cuts. Et j'aurais plus qu'à les mettre soit dans Caption, soit dans CapCut pour mettre mes sous-titres et compagnie. Mais j'ai fait le plus gros, en fait, le plus compliqué. Et donc là, je me suis fait gagner un temps fou, tu vois. Et je préfère le faire à la pelle comme ça. Je sais que j'ai 40 contenus d'avance. T'imagines? Je suis tranquille. Là, pour les gens qui nous écoutent, c'est lunaire. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font ça en ce moment. J'ai l'impression que ça marche bien aussi, d'avoir ces formats beaucoup plus face cam où je me pose dans un studio podcast seul ou avec quelqu'un qui me fait la conversation, ou alors juste j'ai mon téléphone et je parle face cam. Et en fait, j'enchaîne les punchlines, j'enchaîne les prises de conscience, etc. C'est ce qui marche le mieux chez vous ou pas? Non. Moi, c'est ce qui marche parce que j'ai plus un côté clivant que Alice n'a pas parce que on n'a pas la même com, donc tout simplement c'est pour cette raison. Donc moi je sais que mon audience vient me chercher pour certaines choses aussi. Donc oui, je le vois. Plus je suis clivante, plus c'est ce qui fonctionne. Après, évidemment, j'ai pas non plus envie que ça se perde dans la jungle du non ciblé et de je touche n'importe qui pour faire n'importe quoi. Ça m'intéresse pas. Je préfère faire 1000 vues sur un Reels, mais qui me rapporte 100 clients, plutôt que 800 000 vues et que ça me rapporte rien. Juste des métriques qui sont sympas à regarder, mais qui ouais, ne veulent ça. rien dire. Ouais. Bah, je suis tellement en phase avec Laurine là-dessus, au niveau des vues. Moi, ce qui marche beaucoup, et c'est assez... mais c'est là où on voit qu'en fait, on a presque le même business model, mais on n'a pas le même profil exactement psychologique de client. Avec Laurine, moi, j'ai des profils plutôt jaunes. Et Laurine a un profil
profil plutôt rouge. Et c'est marrant parce qu'on est habillés comme ça, en fait. Moi, alors ça va être soit beaucoup l'humour. J'attire les gens par l'humour. Et en fait, ils recherchent quelqu'un qui leur ressemble, qui est multipotentiel, qui rentre pas dans une case. Et il y a les carousels en ce moment, je trouve qu'ils marchent Ouais, par super contre, bien. du feu de Dieu, moi aussi, les carousels est hyper basique. Aucune compétence en design. Le fond rouge et des écritures blanches. Ah oui, j'ai vu les carousels sur Non, ton mais compte, ouais. aucune compétence en design. Genre, vraiment, rien. Et ça fait Avec plus les de grosses likes. écritures. Ouais, avec grosses écritures. Vraiment. C'est mon et pareil, Mimi. ça me prend 15 minutes à faire. C'est bien, c'est un joli petit carrousel. Alors que elle, franchement, elle se tue sur les designs. Mais ce que moi, je fais en 10 minutes, hyper simple, elle le fait en 10 Moi, minutes. j'étais graphiste mais avant. voilà. Donc, ça me ferait mal au cœur, tu vois, de pas mettre un peu de graphisme. Quoi. C'était mon métier. Enfin, ça me manque des fois, tu sais. C'est un peu par défaut que j'ai dû quitter mon métier. C'est qu'il était en train de mourir, je le sentais, tu vois. Les IA n'étaient pas encore arrivés. Mais bon, heureusement, j'ai aimé aussi faire de la conférence, être formatrice, accompagner les entreprises et tout. Mais le digital, je suis tombée par hasard, tu vois. Et ça m'a sauvé, je pense, ma boîte. Mais moi, au départ, je voulais faire des petits packaging, des petits gobelets comme ça. Moi, c'était mon rêve parce qu'on a des petits gobelets pour ceux qui nous écoutent. Et j'aurais voulu toute ma vie faire des petits logos, des petites chartes graphiques. Maintenant, c'est ChatGPT qui fait les chartes graphiques. Ou Idéogramme. Idéogramme, il est sympa aussi. Donc oui, ils sont très bien tes carousels, Mimi. Il y a du beau texte blanc sur du beau fond rouge. Tu sais On qu'on sait que m'a c'est toi. 2 fois sur LinkedIn, on m'a dit meuf, ils sont vraiment hideux tes carousels. Tiens, je t'offre un template Canva que je t'ai fait spécialement pour toi. Mais non, il y a quelqu'un qui t'a dit ça? Oui, bon, j'ai jamais osé les utiliser parce que c'est du travail que quelqu'un a fait et je veux pas lui voler, tu vois. Elle s'appelle Diane. Mais Elle Diane. est trop mignonne. Merci Diane. Ouais, merci Et Diane. elle t'a vraiment dit c'est vraiment hideux. Bah, elle m'a fait comprendre que c'était vraiment pas très joli. Et... Diane, je vais t'apprendre l'intelligence relationnelle. non, mais elle a pas dit comme ça. Elle a- Non, mais n'empêche, c'est une bonne technique d'approche. Tu sais, c'est très moche ce que tu fais. Je vais t'aider. Mais on devrait faire ça pour trouver des clients. Non, mais j'ai pas osé utiliser parce que je veux pas utiliser le travail de quelqu'un d'autre et tout. Mais vraiment, je la remercie et je l'embrasse. Mais ils sont très moches, mes carousels. Mais vous savez que moi, je sors d'un lancement là il y a quelques semaines. Les pubs qui ont le mieux marché sur Meta, c'était ce qu'on appelle les ugly ads. C'est les pubs ouais. moches. C'est des trucs que tu fais en 3 secondes, qui n'ont rien à voir avec ton branding, mais qui sont Totalement soit d'accord. drôles, soit tellement moches, mais dans le sens où ça attire quand même l'œil et tu vois le message et pas le design, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui fonctionne. Ah oui, en oui, ce mais moment. totalement. Bah, toi, tes ads où tu fais Petrouchka. Ouais, moi, je fais des ads complètement débiles. Je fais bonjour, t'en as marre de pas faire de vous sur Instagram. Et c'est les ads qui me font cartonner. J'ai un CPL à 0,40. C'est incroyable. Je mets 40 centimes, j'ai un lead. C'est génial, c'est pas cher pour ceux qui nous écoutent. 40 centimes pour un litre, c'est Ouais. pas cher. Et en fait, je me rends compte que les gens achètent quelqu'un, en fait. Ils veulent acheter un message, un destin, une histoire, une promesse, une émotion, tu vois. Ils s'en foutent de... Là-dessus, notre audience se ressemble. Il n'y en a aucun de nos abonnés ou de nos élèves qui veut le Burj Khalifa, la Lamborghini. Ils n'en ont rien à foutre de tout ça. Ils veulent des choses simples, des réponses claires, efficaces, tu vois. Et je pense être entendue. Il y en a beaucoup qui ont le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est beaucoup le cas. Et je pense qu'ils cherchent surtout une expérience humaine avant tout, tu vois. Et je crois que ton ads, c'est typiquement ça. C'est et si c'était pour moi, quoi. Et si c'était mon message. Donc, vous prenez pas trop la tête parce que le perfectionnisme, ça ne marche plus trop sur Insta. Puis les gens sont tellement éduqués au marketing digital aujourd'hui. Bah oui. Ok, je vois une pub, je sais que c'est un challenge, je sais que c'est un webinar, je sais qu'à la fin on va me refourguer une formation, je sais qu'il y aura un compte à rebours. En fait, que tout ce qui rentre dans les codes du marketing sans les casser, en fait, ça ne fonctionne plus. Même inconsciemment, les gens ils squeezent direct, quoi. Ça C'est rentre, clair. ça sort, quoi. Mais moi, je me rends compte, même les ads, encore plus en y étant. Donc, moi, j'ai vraiment ce biais du truc où je sais exactement comment ça va se passer. Bah, en fait, je me rends compte que pour consommer, c'est plus compliqué. Je me laisse moins avoir, entre guillemets, par le marketing. Parce que le marketing, c'est pas se faire avoir. Mais tu vois, le terme que j'utilise, c'est un lapsus en vrai. Parce qu'il y a beaucoup de merde qui pullule. Mais on est tellement éduqués qu'à force, on se dit putain, mais j'ai plus envie de rien consommer puisque j'ai peur en fait de me sentir forcée, qu'on me vende un truc que j'ai pas demandé. Ou que ce soit trop beau pour être vrai, Ouais, tout simplement. ouais. Quoi, ouais. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien créer des choses dans le réel. Donc, on a fait le château des entrepreneurs avec Laurine. Mais là, je suis en train de développer le club des samouraïs. Donc, c'est un club où, pareil, le business n'est pas la quête, mais la conséquence. Et donc, l'idée, c'est plus qu'on s'apporte mutuellement sans toujours vouloir faire... eh bien, on va networker, on va se donner nos cartes de visite, tu vois. Et je vois, par rapport, par exemple, à Laurine, en termes d'acquisition, moi, je vais beaucoup plus convertir dans le réel. C'est-à-dire que je vais voir les gens à une soirée network, justement. Là, on avait testé un autre truc, c'était des dîners, où en fait, les filles, elles parlent tout de ce qu'elles font. Et en fait, ça convertit, je vais faire 7 clientes en un dîner, tu vois. Alors que j'ai rien vendu, j'ai même pas parlé de ma formation, tu vois. C'est l'accès à toi. C'est en ça. fait, ouais. Je pense qu'ils cherchent... Il y a quelque chose qu'ils retrouvent en Laurine et moi, et on n'a même pas besoin d'en faire des posts, c'est notre lifestyle. Enfin, je veux dire, Laurine, elle a 25 ans, elle est propriétaire, elle est en train de construire une maison. Je veux dire,
c'est rare, tu vois, quelqu'un qui a fait ça. Moi, pareil, j'ai plus de 30 ans, je suis propriétaire sans crédit. On n'a pas besoin de mettre des caisses de preuves. Ça se voit dans notre lifestyle, tout en restant simple. On n'a pas besoin d'en faire des caisses. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à croire que quand quelqu'un essaie de t'en remettre trop plein la vue, C'est que ça pue. ça pue, tu vois. Moi, j'ai grandi chez les riches, tu vois. J'ai grandi dans les Hauts-de-Seine, entre Saint-Cloud et Neuilly. Je sais ce que c'est un riche. Et un vrai riche, il n'a pas besoin de te dire « Salut à toi, j'en ai un entrepreneur », tu vois. Il ferme sa gueule, tu vois. Dubaï, Lamborghini. Il n'a pas besoin de ça. Alors, t'en as, ça fait partie du modèle. Et exemple, Yomi, il a grossi, il a fait des concours, il te faisait gagner des Mercedes et tout. Et je pense que Yomi a vraiment gagné de l'argent, tu vois. Denzel, je précise. Mais en fait, quelqu'un qui réussit bien, où c'est construit, c'est clair, qui d'ailleurs n'est pas expatrié, arrive à payer son URSSAF, sa TVA en France, et encore là, parce que c'est facile aussi de partir et de dire ah, cowboy. Oui, bah oui. Bien sûr, quand tu vis pour 300 € par mois et que tu gagnes 10 000 € par mois, bah oui, là, t'as un train de vie. Voilà. Mais quand tu es en France, que tes bureaux sont en France, que tes impôts sont en France, que tes 6 sociétés sont en France. Voilà. Et que tu es encore vivant. Bon. Je trouve que parfois les gens, et je rebondis totalement là-dessus, sous-estiment le pouvoir de, j'ai presque envie de dire la communication non verbale des réseaux sociaux, mais de toutes ces petites choses qu'ils voient, qu'ils perçoivent, mais qui n'ont pas besoin d'être dites de manière extravagante. Et hier, je me faisais la réflexion avec mon chéri, on se baladait dans les rues de Paris, et on arrive devant la vitrine de la boutique qui s'appelle La Belle Brosse. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des brosses à cheveux. What the fuck? En gros, c'est une entreprise artisanale qui existe depuis genre 80 ans ou quoi. Incroyable. Et ils fabriquent un produit, c'est des putains de brosses à cheveux. Avec genre la meilleure brosse que tu as jamais eu de ta vie. Ils ont 7 modèles, tu as la numéro 1, la numéro 2, les cheveux bouclés, machin. De 100 à 150 balles la brosse. Incroyable. Donc, mon mec, il veut toujours les meilleurs trucs de tout. Je dis, bah tiens, viens, on rentre, ça va te plaire et tout. On ressort évidemment avec 2 brosses. Et je me dis, mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Tu fais un Reels, tu te brosses les cheveux avec ta brosse, t'as rien besoin de dire. Les gens qui connaissent, les gens qui savent. Mais même sans le faire exprès, même sans être dans un calcul ou une manipulation, les gens voient. Ils n'ont pas besoin qu'on dise, ils voient, ils perçoivent. Ça peut être ta nouvelle manucure, ça peut être une montre que tu as au poignet. Tu faisais la remarque tout à l'heure à la montre du monsieur qui nous accompagne sur ce podcast. Enfin, on n'a pas besoin d'en faire trop en faire. Il n'y a pas besoin de tout rationaliser, de tout stratégiser. Les gens comprennent en fait. Ouais, absolument. Et même ce serait mépriser leur intelligence, tu vois, de vouloir tout grossir. Surtout en France, on a, je trouve, une audience hyper éduquée. Je dis souvent que le marché francophone, c'est un marché érudit. Et les gens détestent qu'on les prenne pour des cons, en fait. Soit on joue la carte de... Moi, je sais que sur mes ads, je fais exprès de faire du gros marketing, mais c'est de la caricature, tu vois. Mais absurde, ouais, limite. Ouais. Et parce que tu casses les codes, c'est aussi pour ça que ça plaît. Mais je suis par terre, je dis alors, tu penses que je gagne ma vie en vendant les photos de mes pieds? Eh bien non. Tu vois, je suis un peu le Jean-Marie Bigard de l'ADS, tu vois. Mais c'est ça qui est drôle. Et Laurine, en fait, ce que j'aime dans la manière qu'elle a de communiquer, c'est que, tu vois, elle va être à grands frais. Oui, j'y pensais en plus. À 14h, à grands frais... je fais mes courses par de mes courgettes. C'est ça le luxe aussi de dire je fais mes courses à 14h quand c'est personne. C'est exactement. Voilà. Et à grands frais. C'est cher. Quoi. Ouais. Ben oui. Les courgettes elles sont chères à grands frais. Et elle n'a pas besoin de dire au fait c'est cher à grands frais. Enfin, on le sait, tu vois. Je trouve que c'est important de voir aussi la vérité de ce qu'on vous dit dans le train de vie. Regardez longtemps les gens. Pas quelqu'un qui a pris une semaine des vacances à Dubaï, un vidéaste, et à tout prix, alors là, condensé, puis regardez bien, il a toujours le même costard, bien serré et tout. C'est bizarre, au quotidien. Ouais. Question pour vous. Je vous demande d'enlever tous les filtres, d'être 100% honnête. Je vais commencer comme ça, je montre l'exemple, etc. La place de l'intelligence artificielle dans votre création de contenu. Moi, je sais que j'utilise de plus en plus. Au début, j'avais presque le côté un peu honteux de je triche, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je dois te dire que j'ai découvert les GPT personnalisés il y a quelques mois. Mais c'est génial. J'ai un GPT personnalisé pour le podcast, un pour la newsletter, un pour ci, un pour ça. Et en fait, ça écrit tous les mails, ça fait tous les carousels, tous les machins. Enfin, vraiment, c'est une aide au quotidien. Je ne pourrais pas avoir ce rythme de création de contenu tout en gérant mes 3 boîtes si j'avais pas ça. Toi, Laurine, c'est quoi ton utilisation d'une IA ou autre au quotidien? J'ai une IA pour les posts, une IA pour les carousels, une IA pour les vidéos, par exemple, si j'ai pas d'idée ou quoi, ou que je veux me mettre un petit peu des idées, ça me génère les idées. Pour les posts, j'ai un prompt, il est long, enfin, il fait 3 km de long, avec plein d'exemples de genres de posts que j'aime, etc. Enfin bref, un putain de GPT hyper personnalisé. Je mets une phrase, ça me sort le post. C'est un GPT personnalisé ou c'est juste un prompt Non, c'est un GPT que je me suis personnalisé. Du coup, j'ai pas besoin de recopier le prompt à chaque fois. Et je mets une phrase, ça me sort le post. Incroyable. Je peux le publier quasi en l'état, comme moi je connais les codes et que voilà. Des fois, je rajoute des choses, mais ça me prend, un post LinkedIn avec ChatGPT, ça me prend
2 minutes montre en main, quoi. Et 2 minutes, c'est vraiment long, quoi. Donc, j'exagère même un peu. Mais du coup, c'est très rapide. Si je le fais moi-même, un post, ça va me prendre entre 5 et 10 minutes. Donc, du coup, je gagne quand même 2 fois plus de temps avec ChatGPT. À l'échelle d'une année, c'est énorme ce que tu gagnes. Bien sûr. Donc, du coup, quand j'ai pas trop le mood et tout, je pars sur du prompt, enfin, mon GPT, quoi. Et après, les carousels, c'est pareil. J'ai tout qui est scripté slide par slide. J'ai juste à le retranscrire dans mon Canva avec mon design un peu pourri. Mais ça marche, donc voilà. Ton design hideux, c'était ça le Mon mot design hideux. Non, mais si vous regardez mes carousels, vous allez voir de quoi je parle. Enfin, vraiment, c'est du basico-basique. Mais c'est ce qui marche. Faut pas chercher à réinventer la roue. Si vous n'êtes pas bon en graphisme, en design, vous pouvez faire autrement. J'en suis la preuve vivante. Donc vraiment, pas besoin de se prendre la tête. J'étais 100% honnête. Et pareil, les newsletters, moi, les newsletters, je les préécris. C'est différent parce que la newsletter, je remets quand même ma patte derrière. Mais pareil, avant, les newsletters, j'écrivais en 1h30, 2 heures. C'est hyper long. Très long, quoi. Maintenant, c'est en 15 minutes, c'est réglé. Et toi, Alice? Alors moi, j'utilise beaucoup de ChatGPT pour mon inspiration. C'est-à-dire que je le forme à penser en arborescence comme moi. Moi, je suis pas aussi structurée que Laurine. J'ai pas autant de ChatGPT, IA, GPT, etc. Bon, j'ai mon GPT qui m'aide aussi à répondre à mes élèves parfois, parce que quand je suis pas dispo, je leur dis vous parlez avec mon GPT s'il vous plaît, parce qu'il est formé à tout ce que je connais. Donc voilà. Pour les mails aussi, j'ai un GPT pour les mails. Mais moi, j'ai surtout besoin de brainstorm avec lui. C'est avoir des conversations avec pour qu'il m'oriente vers la meilleure manière où on pourrait dire cette phrase, ce POV, ce machin. Après, les petits textes, je me prends tellement pas la tête. Maintenant, sur Instagram, ça a presque plus d'importance, le texte. C'est ça qui est terrible, c'est qu'avant, c'était les hashtags, les textes, les mots-clés qui étaient importants. Et maintenant, en fait, l'IA d'Insta est tellement formée qu'elle arrive à capter ce qu'il y a sur le visuel, sur la vidéo. Donc, c'est vraiment le concept même de l'idée qui va être important et qui va porter le post. Et c'est ça, souvent, que je brainstorm avec lui quand je me retrouve coincée, tu vois. Il y a une autre IA que j'utilise, que j'adore, grâce à Laurine, je l'ai découvert, c'est Idéogramme. Pour créer des visuels, c'est exceptionnel. C'est vraiment, moi, quand tu vois, je veux faire. Alors, moi, c'est très important pour le coup, l'esthétique, tu vois, le branding. Et j'adore avoir un feed qui est comme tu me vois là, c'est-à-dire beige, et qui alterne entre une photo de moi, un cadre, un bureau. Et c'est là où je peux créer les plus beaux visuels réalistes. Franchement, je vous invite à découvrir l'idéogramme parce que même si la génération d'images de GPT s'est améliorée, c'est incomparable. Enfin, idéogramme, c'est. Il m'a semblé voir passer des pubs pour ça, justement. C'est un orgasme visuel. C'est super bien. Ouais. Et en plus, quand tu veux générer du texte, vraiment, ça te le met en Propre. bonne et due forme. Pour maintenant, ChatGPT, ils ont sorti leur version. C'est beaucoup mieux, ouais. Donc, c'est beaucoup mieux. Mais il y a encore des petites erreurs. Des fois, tu dois recommencer, c'est relou parce que tu aimais bien l'image. Il y a quand même une patte ChatGPT, je trouve. Oui, toujours, ouais. Idéogramme n'a plus ça. Enfin, moi, je peux même créer les fonds de mes slides avec idéogramme. Il y a des trucs, c'est limite de la photo, quoi. C'est un mid-journée, mais pour les nuls. Ah, ça me donne envie d'aller tester. Ah, tu vois. Ok, question suivante. Pour rentrer un peu plus dans le dur, on imagine que quand on a du personal branding, on montre beaucoup sa vie, que ce soit les stories, les posts, etc. Notre contenu est tiré de notre existence, sauf que comme n'importe quel humain, on a des jours avec, des jours sans. Comment est-ce que vous faites face aux périodes où déjà vous rencontrez une période compliquée dans votre vie, que ce soit pro-perso, mais où parfois il y a une baisse de créativité, ou alors on parlait d'énergie qui était aspirée aussi, où on se dit j'ai déjà du mal à me débattre pour respirer dans ma vie, créer du contenu pour les autres, dernière de mes priorités. C'est quoi un peu votre mode de fonctionnement dans ces périodes-là ? Moi, je me laisse vraiment respirer dans ce genre de période parce que j'estime que j'ai assez donné dans les 3 dernières années et que, en fait, je suis plus à un stade où j'ai besoin de créer du contenu pour avoir de la visibilité, pour me créer une audience, dans le sens où j'aurai toujours besoin de visibilité, mais si je ne crée pas de contenu pendant 2 semaines, mon business ne va pas mourir. Oui. Par rapport à quand j'ai commencé, où il fallait vraiment que je sois régulière, qu'on me voit tout le temps, où ça pouvait vraiment mettre en péril mon activité. Là, c'est très différent. Donc, tout le travail que j'ai fait avant, j'en récolte les fruits aujourd'hui de me dire, si je publie pas pendant 1 semaine, c'est vraiment no big deal, c'est pas grave. Dans des périodes de down, j'ai 2 côtés. Soit il y a le côté où j'ai envie de parler à personne parce que je suis plus dans mon côté casanier, introverti, et là vraiment, j'ai envie juste qu'on me laisse tranquille. Et Alice, elle arrive à le sentir ces moments-là d'ailleurs. Elle essaie de me laisser un peu d'espace et de pas trop m'envoyer de messages pour pas me surstimuler parce qu'elle comprend que je suis dans un moment où j'ai pas envie de parler, mais elle le prend pas personnellement. Enfin, c'est pas contre elle ni personne d'autre. Et il y a d'autres moments où je suis un peu en bad mood, mais j'ai envie d'en parler. Et du coup, je le partage à mes abonnés. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est le genre de story ou de contenu sur lequel les gens rebondissent le plus. C'est ce qui crée encore plus de liens. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que la Laurine qu'ils voient
s'activer en permanence, en fait, elle est humaine et que, comme eux, elle traverse des périodes de down, de ça va pas, de un jour sur deux, je remets tout en perspective, je sais pas ce que je dois faire. Et donc, je pense que c'est important d'accepter qu'il y a des moments où tu peux prendre du temps pour toi parce que t'as pas envie de faire autrement. Et d'autres, de dire, quand ça arrive, le partager, c'est bien aussi, quoi. Ça te rend humain et c'est cool. Donc, j'ai vraiment ces deux côtés-là et je m'écoute. Du coup, j'ai une deuxième question pour toi qui tombe sous le sens. Comment tu décides entre ce que tu partages et ce que tu partages pas? J'ai tellement l'habitude maintenant des réseaux sociaux que je sais. Le truc que je vais pas partager, ça va être mes parents, à quoi ils ressemblent, par exemple. Tu vois, j'ai vraiment une limite de je protège les gens que j'aime. Mon mec, j'ai fait une vidéo avec lui. Bon, après, on l'a fait exploser le plombier de LinkedIn sur LinkedIn, du coup. Donc, les gens savent à quoi il ressemble. Mais même encore aujourd'hui, quand je mets des photos de lui, j'essaie de le flouter ou faire en sorte qu'il soit pas trop visible parce qu'il y a un jardin secret que j'ai envie de garder. Maintenant, c'est vrai que ce que je partage, c'est pratiquement tout parce que j'ai pas de... À partir du moment où je me sens bien avec le sujet, je vois pas pourquoi je pourrais pas le partager. Et au contraire, c'est ce qui crée, au-delà de la valeur que j'envoie, comment créer du contenu, les réseaux sociaux, les machins. Oui, c'est bien, mais en fait, les gens, ils veulent de l'humain. Il n'y a pas de technique, de méthode. C'est ce que tu sais, ce qui résonne en toi. Si ça résonne pas, tu le partages pas, quoi. Enfin, c'est propre à chacun. C'est important ce sujet qu'on aborde parce qu'on a toujours l'impression qu'on est des girl boss, on est intouchable, que tout va bien. Et je pense que même pour les abonnés, ça peut être anxiogène, tu vois. Alors que c'est pas vrai. Ça arrive souvent avec Laurine qu'on est certes des pics d'énergie, et de l'autre côté des pics de down. On n'est pas intouchable, au contraire, j'imagine que toi non plus. Loin de là. Voilà, et c'est pour ça que c'est important de montrer cette vulnérabilité. La santé mentale, c'est quand même le sujet numéro 1 en France. Et moi, la première, alors c'est quand même rare, je sais que j'ai un fort niveau d'énergie, ça c'est sûr, on me le dit souvent, mais je sens, tu vois, quand je suis à la limite, je vais pas dire d'un burn-out, mais je sens qu'il y a un bon épuisement. Voilà, et là je deviens, alors je suis dans une espèce de, comment je peux dire ça, de décroissance mentale. Donc je pars en fait dans mon lit, je me refais tous les Disney, vraiment je déconnecte, quoi. Je lâche le téléphone, je regarde surtout plus les Reels, les TikTok et tout ça, et j'essaye de rester cette petite fille qui n'a plus aucune ampoule allumée, tu vois, au moins sur 2 jours, 3 jours. Et je vois à quel point le cerveau est magique. C'est dès que tu lui redonnes un petit peu de cette conscience et de ce temps présent, quand il a vu en fait que t'es pas allé au-delà de la limite, de la corde, très vite tu vas te recharger. Tu vois, un bon bain, petit verre de vin, ou alors l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je sais pas, un café avec une copine, ou même introspection, lire, tu vois. Même ces petites choses-là, ton corps te le rend, tu vois, tu as tout de suite une plus belle peau, rythme cardiaque qui s'adoucit, tu vois, je le vois tout de suite, moi, d'un coup, je me dis, mais waouh, j'ai fait le déchet pendant 2 jours et je suis une nouvelle femme. Ouais. Tu deviens plus créative aussi. Voilà, plus créative. Et donc, c'est important vraiment quand vous voulez tout le temps aller plus vite, mais aller trop vite, c'est parfois tomber, chuter très, très fort. Donc, ne tirez pas trop sur la corde. Ça, c'est important. Ça t'arrive souvent, des périodes de down. C'est quoi la fréquence de ces Non. 2-3 jours? Une fois par mois. J'ai besoin au moins, tu vois. Ok. En fait, tu t'accordes J'ai un week-end par mois, quoi. T'as un week-end Tu par vois, mois. quand tu le vois de cet angle, c'est qu'elle travaille 7 jours sur 7 et qu'en vrai, juste, elle se dit... J'ai un gros week-end de 3 jours par mois, ouais. Où tu cut tout, tu te remets sous ta couette avec ton verre de vin, ton bain, ton Disney. Parfois même sans verre de vin, parfois c'est chocolat chaud biberon. Vous savez pourquoi j'aime bien les biberons? C'est quand tu regardes un film dans ton lit, t'en mets moins partout. Parce que tu as un bol quand t'es dans ton lit. T'as vraiment Ah oui, j'ai un biberon. Mais non. Bah, ça, si. alors ça, je ne le savais pas. On en apprend. Je savais pas non plus si c'était au sens figuré ou littéral. Une J'étais en gourde, mode, tu vois, un bon. biberon, une gourde, enfin un truc qui a un goulot, quoi. C'est hyper rigolo ingénieux. Mais oui. Parce que moi aussi, j'ai une énorme gourde de 2 litres qui me suit toute la journée avec un truc où Ouais, un t'aspires petit avec goulot, une paille, voilà. Mais je me questionnais sur est-ce que c'était littéralement un biberon? C'est un biberon. Elle a voulu aller sur le truc. Mais vous savez quoi? Je vous le conseille, même aux auditeurs. C'est trop pratique le biberon parce que vous êtes dans votre lit, vous pouvez même le jeter. Vous savez comment c'est? Ah oui, ça peut pas fuir. Ça ne peut pas fuir, alors qu'une paille dans une gourde, ça peut fuir. Et moi, je suis un boucan en fait. Et comme je suis habillée en beige et toute ma maison en beige, je prends un énorme risque. Donc le biberon, c'est le plus safe. Je suis ravie d'être là parce que j'ai appris. Le nom du podcast, c'est Alice qui est designer, boit dans un biberon. La miniature YouTube. Toi, les périodes de down, c'est à peu près tous les combien? Ça va dépendre parce qu'il y a des périodes où je me sens surstimulée parce que je dis oui à plein de projets. Même moi, dans mes boîtes, du coup, il y a plein de choses qui s'activent. Et donc, du coup, ça va être peut-être plus fréquent. Mais en vrai, j'arrive à absorber quand même pour pas disparaître pendant 1 semaine ou 3 jours. Je dirais que c'est une bonne grosse semaine tous les 6 mois, tu vois. Genre, je prends un truc où je me dis, là, je ne peux plus, en fait. Genre, ma jauge sociale, elle est overbookée.
Et après, par contre, je pense que ça m'arrive toutes les semaines de me dire, OK, je suis un peu surstimulée, là, je vais ralentir. Et j'arrive à me gérer comme ça. Donc, quand je sens que c'est trop, je prends un petit peu de recul. Et du coup, j'arrive à vivre avec, en fait, à gérer, parce que je pense que je suis comme ça. Et les gens pensent que je suis extravertie, mais en fait, je ne suis pas extravertie, je suis une introvertie extravagante. C'est joliment dit. J'ai pas de problème à aller vers les gens, être super sociable, à aller dans des events. Je suis pas timide dans mon coin, mais par contre, j'ai une jauge sociale qui est hyper faible. Ça veut dire que je vais rester 1 heure entourée de gens, de bruit, les couleurs, enfin, il y a trop de Tu dois choses. être hypersensible, je Je sais pense. pas, j'ai jamais été diag, donc je vais pas me faire un autodiagnostic, mais je pense qu'il y a trop de choses qui se jouent, et du coup, tu vois, ça explose direct. Et elle le voit à chaque fois Je suis dans son des bouclier. events. Je révèle notre technique Allez, ou pas allez. Allez, je l'ai dit. Vous pourrez changer votre geste code. Non, mais c'est pas un geste code. C'est quand elle voit que je suis trop overbooking, on se dit on va aux toilettes, on va faire pipi. Et du coup, on part. Et on fait une pause, tu vois, aux toilettes pour... Je le fais aussi ça beaucoup, C'est vrai. tout solo du coup, mais le truc des toilettes et tu t'assois, tu souffles. Mais t'imagines, c'est fou, quoi. On pourrait pas dire aux gens, excusez-moi, tu sais, comme dans Black Mirror, on aurait une espèce de batterie, là, sociale. On dirait, excusez-moi, je suis à 0% là, de batterie sociale, donc vous pouvez revenir dans 1 heure. Voilà, merci beaucoup. Ce serait génial, ça, tu vois. Ouais. Autant les fusées avec Katy Perry, je suis pas sûre, autant ça, tu vois. Pourquoi pas Elon Musk, n'hésite pas à te racheter. Ouais, ça m'aiderait beaucoup, ça. Mais je suis contente que vous partagiez aussi ces fréquences parce que je trouve que souvent, les entrepreneurs culpabilisent de se dire non mais moi je me sens souvent down, surstimulée, etc. Et que tu dis une fois par mois j'ai besoin d'un gros week-end. Ah oui. Je cut tout, toi c'est une fois par semaine, t'as ce sentiment d'overstimulation. Moi aussi c'est au moins une fois par semaine, j'ai des comme ça. Et se dire c'est pas juste une fois par an ou une fois tous les 6 mois. C'est bien la santé mentale et les gens en parlent de plus en plus. On voit tous ces youtubeurs qui disent j'ai fait un burn-out, j'ai arrêté pendant 6 mois, etc. Mais on a presque l'impression que le burn-out c'est un joker qu'on grandit une fois dans sa vie pendant 6 mois. Mais que toutes les petites périodes quotidiennes, mensuelles qu'on traverse, on en parle moins. Et je trouve que ça dédramatise même pour notre audience de se dire en fait, c'est OK de me sentir down régulièrement, quoi. Vous voulez pas d'ailleurs qu'on monte une boîte? Non, une 7e mais attends, qu'on lui donne un nom à ce petit épisode de pré-burnout. Il faudrait qu'on lui donne un nom, qu'on le conceptualise, qu'on en parle sur LinkedIn toutes les 3 parce que c'est important en fait. Parce que le burnout, moi je suis pas sûre que j'aurai un burnout dans ma vie parce que je suis passionnée par ce que je fais. Souvent, il y a quand même un dénominateur commun chez tous les gens à qui j'ai parlé qui ont eu un burn-out, c'est surstimulé dans quelque chose qui n'a plus de sens, tu vois. Enfin, il y a un truc où j'ai trop donné dans un métier que je suis même pas sûre si je l'aimais encore. Moi, je vois bien que je le sens arriver quand il y a un burn-out, donc je m'arrête à temps. Et en plus, comme je suis ma propre patronne, je vois bien qu'en fait, même si j'aime tirer sur la corde, j'irai pas, tu vois. Mais je vois bien, par contre, cette étape juste avant, que tous les entrepreneurs ont. C'est un peu sur le fil out, tu vois. Ce qui est important dans le burn-out, c'est que c'est un mot qui a trop été démocratisé. Comme tu disais, c'est un mot joker en mode burn-out, c'est classique, tu vois, mais ça devrait absolument pas l'être. Toutes les personnes que je connais qui ont été en burn-out, qui sont entrepreneurs, des indépendants comme nous, des solopreneurs, ça fait 1 an, 1 an et demi, 2 ans, et ils en sont toujours pas sortis. Et en fait, c'est très rare que tu t'en sortes sans aucune séquelle pour le reste de ta vie, parce qu'une fois que tu as fait un burn-out, ton cerveau ne revient plus en arrière, en fait. Il faut comprendre que le burn-out, c'est pas quelque chose avec lequel on rigole, parce que vraiment, ça peut vous dégoûter de votre taf, ça peut faire en sorte que vous êtes plus aussi productif qu'avant, et du coup, ça avance pas de la même manière, ça peut vous frustrer. Donc, ça a des conséquences très néfastes en lui-même, le burn-out, mais ça peut en avoir aussi sur le long terme, parce que 10 ans après, vous ne serez plus jamais la même personne. C'est comme si... C'est une nouvelle naissance. Votre cerveau, il est reprogrammé d'une manière dont vous ne connaissez absolument pas. Après, je ne suis pas pro du burn-out, j'en ai jamais fait personnellement, etc. Mais je me suis informée sur le sujet, parce que ça me guettait un moment et ça me faisait peur. Et on ne ressort jamais indemne d'un burn-out. Il y a toujours des séquelles sur la créativité, les niveaux d'énergie, la tolérance au stress aussi. C'est ça. Effectivement, on ne rigole pas avec ça. Question un peu plus légère, c'était bien de faire de la sensibilisation et d'échanger à cœur ouvert là-dessus. Moi, j'ai toujours à cœur à ce que l'audience du podcast reparte avec des clés aussi très précises au-delà de l'inspiration des parcours. Si demain, tout disparaissait de votre personal branding, de vos réseaux sociaux, vous repartiez à zéro complètement, mais avec toujours cette même envie, cette même ligne éditoriale, ce serait quoi le plan d'action, peut-être les 4-5 premières étapes que vous suivriez chacune pour reconstruire de zéro en 2025 ce que vous avez construit ces dernières années? Moi, je mettrais en place une méthode qui permettrait à mes clients, donc déjà, comment trouver des clients, je publierai du contenu sur les réseaux sociaux, comme j'ai fait à mes débuts sur LinkedIn, où j'avais au début 3 likes, après 10 likes, après 20 likes. Tu repartirais sur quelle plateforme? Je veux tous les détails, genre quelle plateforme, combien de fois par semaine, quel type de contenu Donc, je publierai sur LinkedIn au moins 3 fois par jour.
pour être sûr d'aller chercher le maximum de visibilité, puisque c'est mathématique en fait. Plus tu fais de posts, plus t'es vu, et non, ça cannibalise pas voilà, ce qu'on pourrait penser. Je créerai du contenu sur mon building public, c'est-à-dire pour l'instant, je viens de créer ma boîte, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais le faire, mais je vais y aller. Je montrerai que j'ai une expertise dans un secteur d'activité, donc le domaine que je maîtrise. Je commencerai à faire, par exemple, des petits cours gratuits, peut-être des lives, peut-être des choses qui pourraient me faire avoir déjà des gens qui sont un peu ambassadeurs de ma marque, de mon contenu, dans le sens où ils sont trop fans de ce que j'écris, donc du coup, ils sont là à tous les lives, ils sont là à la valeur gratuite que je leur donne. Ensuite, je commencerai à les faire payer avec potentiellement des petits produits au début pour rentrer du cash, parce qu'on oublie... Enfin, on veut tout de suite faire quelque chose de grand, etc. Mais on oublie le fast cash qui est quand même, je dois payer mes factures. Et ce mois-ci, mes factures, elles ne m'attendront pas dans 6 mois, en fait. Oui, tu vas pas sortir un programme signature en 3 jours. Voilà. Donc, plutôt peut-être des petits programmes ou de la prestat de service que vraiment je peux faire, mettre en place très rapidement et pouvoir déjà commencer à encaisser de l'argent. Bon, après, ça dépend sur quel sujet t'es, mais moi, j'étais sur la création de contenu, les réseaux sociaux et convertir. Donc, tout ce qui est argent, like et commentaires, c'était ma preuve sociale, en fait. Donc, si je devais repartir sur cette même thématique, je partagerais mes résultats, les résultats de mes clients. J'essaierais vraiment d'aller chercher, mais le maximum, je me tuerais pour que mes clients ils aient des transformations de ouf. Et du coup, que les témoignages vendent pour moi. Et après, en parallèle, je continuerai à créer du contenu 2-3 fois par jour. Et au moment où LinkedIn fonctionne, je peux passer sur Instagram pour aller chercher un autre canal d'acquisition. En parallèle, faire une newsletter aussi, pour avoir un petit peu 3 canaux où je sais que si j'ai plus mes réseaux sociaux, j'ai quand même ma newsletter. Donc j'ai quand même quelque chose pour me sauver si jamais on me bannit mes réseaux ou quoi. Et ce serait quoi je creuse, hein, et après tu vas passer sur le grill aussi, Alice. Ce serait quoi les 4-5 premiers posts que tu créerais? Est-ce que ce serait genre des carousels clivants pour directement apporter de la visibilité? Enfin, qu'est-ce que tu choisirais comme format et comme thème? En ce qui me concerne, parce que du coup, c'est vraiment propre à chacun, mais je pense que j'irai plus sur quelque chose effectivement de clivant parce que c'est ce qui va faire réagir le plus. Au début, ce que je veux, moi, c'est de la visibilité parce que j'ai besoin d'avoir, même si j'ai 80% des gens qui vont s'insurger et se dire oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte, j'ai peut-être 20% des gens qui vont être intéressés par ce que j'ai à vendre et c'est ceux-là que j'ai envie d'aller chercher en réalité. Donc déjà, première clé, c'est de se dire, OK, au début, on ne pourra pas faire de qualité puisque quand on connaît rien aux réseaux sociaux, quand on connaît rien à la création de contenu, on sait pas faire. Donc on ne saura pas faire de la qualité. Moi, j'ai envie de dire, créer du contenu et commencer à créer du contenu, même de merde, mais pour déjà commencer à avoir les automatismes. Donc ça, c'est la première clé. Plutôt quantité over qualité. Et après, la qualité viendra parce qu'on va apprendre à maîtriser notre sujet. Enfin bref, tout va en découler. Deuxième chose, je commencerai à faire du coup du building public. Donc les premiers posts, ce serait, en gros, je sais pas ce que je fous là, mais j'y suis et vous allez me voir encore pendant longtemps. Les thématiques, donc moi, mon sujet de prédilection, du contenu offert où je vais pouvoir donner 2-3 clés comme je fais là. Bref, du contenu de valeur, du contenu storytelling. Je vais essayer de mélanger tout ça et voir ce qui plaît le plus à mon audience. Troisième clé, essayer de créer une offre rapidement sans avoir à, comme tu dis, créer une offre signature parfaite dès le début, etc. Mais juste pour aller chercher du cash hyper rapidement. Et ensuite, accepter de vendre. Donc ça peut être de la prospection en DM, ça peut être tout simplement attirer les gens sur ton profil et qui vont acheter directement sur tes réseaux sociaux. Ça peut être prendre des rendez-vous et enchaîner les rendez-vous. Voilà. Ça paraît un peu barbare, mais au début, en tout cas, c'est comme ça que je referai. C'est une méthodologie très claire. Ouais. Merci pour ce partage. Alice? C'est marrant parce que ça m'a fait me remettre en question aussi pendant que Laurine parlait. Je disais c'est fou parce qu'on ne fonctionne pas pareil, elle et moi. C'est incroyable. Moi, déjà, j'irai sur Instagram. Je n'irai pas sur LinkedIn. Moi, j'ai débuté sur Instagram. Pour moi, c'est mon réseau de prédilection. C'est un réseau, j'ai commencé par les liens émotionnels avec les gens. Je parlais beaucoup de mon storytelling d'abord. Donc, franchement, à refaire, je ferais exactement la même chose. Bon, je faisais comme Laurine quand même. Je postais beaucoup. Donc, je reposterais 2 à 3 fois par jour en parlant bien sûr de mes ambitions, mais surtout de qui je suis. Moi, j'ai créé des communautés qui sont en fait attachées. J'aurais pu vendre des chaussures ou faire des ongles ou en fait, les gens auraient acheté mon produit exactement. Donc moi, j'ai énormément plutôt travaillé sur qui je suis, ce qui m'est arrivé dans ma vie et pourquoi je me suis mise à faire ça parce que je voulais que les gens s'émancipent parce que moi, j'ai pas eu cette chance. Et quand finalement j'ai eu cette chance parce que je me suis formée, j'ai voulu donner cette chance aux gens, tu vois. Et donc parfois en faisant peut-être des contenus, je vais pas dire pas stratégiques, mais j'ai fait beaucoup de bêta-tests. En fait, j'ai testé si le contenu avait en face une audience qui répondait, en tout cas l'audience que je voulais.
Donc très certainement, il y aurait, toujours en respectant ma méthode, donc SCD, SOR, donc ça veut dire stratégie, copywriting, dynamisme dans le montage, etc. Ensuite, script et outils référencement. Bon, en gros, j'utiliserai toujours cette charpente, que ce soit dans les carousels et les réels, tantôt avec du post clivant, tantôt avec du post inspirationnel, tantôt avec du post pédagogique, tantôt avec de l'humour, pour tester en fait. Moi, j'aime tester en fait. J'aime voir où est-ce que l'algorithme va m'emmener et est-ce qu'il comprend ce que je veux faire passer. Parce que est-ce que, tiens, quand je poste ça avec mon histoire ou ma méthode, est-ce qu'en face, les gens qui commentent sont les gens que j'avais envie de viser, tu vois? Et donc, j'aurais commencé comme ça sur Insta, toujours en étant omniprésente, parce que j'adore. Et c'est bien plus tard, moi, que j'ai pensé à vendre. Je faisais déjà de la prestation de service, moi, pour des clients. Instagram, c'était une passion. Enfin, c'était un loisir, quoi. Même aujourd'hui, ça ne me rapporterait plus que j'y serais encore, tu comprends? Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que du coup, ma passion a fait qu'il y a des gens qui ont commencé à me demander, en fait, pourquoi ça marchait chez moi et tout. Et je me suis dit, mais enfin, je sais pas pourquoi les gens me posent la question. Donc moi, je leur donnais bénévolement, si tu veux. C'est un jour mon mentor qui m'a dit, mais Alice, tu peux pas faire du bénévolat toute ta vie. En fait, il faut que tu fasses monétiser ce que tu offres gratuitement. Et donc, je pense qu'à refaire, je ferai exactement tout pareil. Alors, bien sûr, avec un petit peu de charte graphique, c'est important pour moi, parce que j'adore le graphisme. Avec beaucoup, beaucoup de plaisir, parce que moi, je veux que ma vie vibre la joie, et je veux que les gens le ressentent, et je veux qu'ils vivent la même chose que moi. Je veux qu'ils aient cette chance-là de se dire, mais attends, c'est ouf, genre ça, c'est ma vie. Ok, genre moi, tous les jours, je me lève et je me dis, est-ce que cette vie, c'est bien la mienne? Est-ce que c'est bien ma réalité? Genre, est-ce que c'est normal que je puisse emmener mon chien absolument partout, que je puisse manger ce que je veux, que je puisse me faire livrer des Uber quand je veux, que je puisse monter dans un Uber et je ne prends jamais le métro quand je monte à Paris? Est-ce que c'est bien normal que j'ai tous ces avantages? Et au-delà de ce confort, je réalise que je transforme des vies, Laurine aussi. On transforme des destins. Je sais pas si tu réalises, c'est fou, quoi. Enfin, toi aussi, d'ailleurs, tu dois le réaliser. Mais il y a des gens qui nous disent, ma vie a changé. Pas que financièrement. Ils ont réalisé autre chose. Des gens d'ailleurs qui rachètent tous nos produits et on ne cherche même pas à les upseller. Genre, Oui, c'est ça. Ils peut-être restent sur là. la stratégie Et même, d'upsell, ils moi font je la suis la pub. plus nulle. Et ouais. Et Donc, ce qui est important, pour faire le récap un peu de nos deux méthodes avec Laurine, c'est en tout cas trouver votre mécanique. Laurine, elle a vraiment une façon de construire qui est mécanique et qui fonctionne sur les réseaux. Et puis trouver votre voix. C'est plutôt ce que je vous dirais aussi, c'est le sens qui fait que de toute façon, l'inspiration va venir. Parce que comme ça va tellement vibrer en vous, ça va être une évidence. Vous allez dégueuler de l'idée, en fait. Et l'argent va venir. Ça va être la conséquence. si vous faites quelque chose parce que c'est lucratif et que ça gagne de l'argent, vous n'arriverez pas à avoir un business qui est rentable Absolument. et ni sur le long terme. Et ça peut paraître bateau, hein. Il y en a plein qui vont nous écouter, qui vont dire ouais, c'est pas grave. Trop Moi j'y vais facile, quand même ouais, parce ouais. que ça gagne de l'argent. On se revoit dans. Ouais. On a remarqué souvent quand la motivation première est l'argent, bah, il peut se passer un couac parce qu'on va oublier pendant le chemin, pendant le processus, peut-être de considérer l'humain, peut-être de considérer. Il y a des gens qui pensaient tellement à l'argent qu'ils n'ont même pas considéré l'URSSAF. Non mais Ah bah ça, c'est on lunaire rigole, pour mais moi. je connais tellement de personnes qui ont des problèmes d'impôts et d'URSSAF Contrôle et tout, ouais. parce qu'ils étaient happés par l'argent, ils n'ont pas structuré le modèle. Enfin, il y a un souci, tu vois. Donc, Donc, tu as juste à prendre un comptable un peu compétent, tu vois. Enfin, ouais. je veux dire, Alors que quand tu aimes le processus, tu vois, avec Laurine, on aime le processus, mais même les mois où tu fais des mauvais mois, tu te nourris tellement déjà de ce que tu fais, ton travail te nourrit, ben, que tu kiffes, quoi. Ouais, Moi, au ouais. début, je gagnais 5 à 15 euros par jour quand j'étais toute bébé entrepreneur en 2015. J'étais inscrite sur mal.fr et Star of Service. Je faisais des logos pour 17 euros. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais j'aimais ça, tu vois. Et petit à petit, bah, comme j'aimais, les gens me recommandaient et j'ai fait de la e-réputation sans savoir que c'était de la e-réputation. Puis ça a fait un effet domino. Et quand on aime ce qu'on fait, ça s'entend, ça se voit, quoi. Du coup, si tu devais récapituler un petit peu la marche à suivre de recommencer à zéro, Instagram. Instagram, priorité, avec toujours une méthode autour de, bien sûr, mon persona, qui, moi, je veux être aussi, quelle personne je veux être. Maintenant, il y aurait ChatGPT, donc je gagnerais du temps. D'ailleurs, je demanderais à ChatGPT de faire l'exercice de la boussole. C'est un truc que j'aime bien mettre en place aussi avec mes élèves. C'est de comprendre qui je suis, mes échecs, mes hobbies, ce que j'aime faire au quotidien, ce vers quoi j'aime aller, de reprendre un peu toute cette tambouille de mon storytelling, d'y ajouter un soupçon de mon persona et de me préparer un planning éditorial clivant, inspirationnel, humoristique et de pouvoir créer rapidement du contenu. En 2, je ferai tout de suite une banque d'images. Priorité. Photos, vidéos, même des morceaux de trucs qui n'ont rien à voir. Ouais, les fameux b-roll. Un gobelet, un machin, il faut que j'ai de la matière. Parce que, mine de rien, si je me lance, même si c'est le début et que j'ai pas grand-chose encore, très vite, je vais me faire absorber
par le quotidien, par la compta. Donc, il faut absolument que j'ai de la matière. Je fais partie des gens qui ont presque 12 Tera chez Apple et qui sont quasiment en full. Donc, j'ai des photos et des vidéos pour... franchement, je pourrais demain être interdite de créer du contenu. Je pense que je peux faire du contenu jusqu'à ma mort actuellement. Donc, voilà, ça veut dire que j'ai assez de matière pour... voilà. Bon, après, j'aime toujours en refaire parce que c'est ma passion. Mais donc, vraiment, créer du contenu d'avance, même quitte à vous faire d'abord toute cette stratégie avec un temps de création de contenu où vous préparez votre banque d'images, vous préparez la charte. Le feed, c'est la seule chance que vous avez de faire une bonne première impression. Donc, qu'est-ce que vous voulez montrer tout de suite? Est-ce que c'est authentique, mais c'est deal, quoi. Vous dealez with this. Et soit c'est vraiment, moi, je veux que tout de suite, on tombe sur mon profil et j'incarne cette personne-là. Tu vois, il faut que ça soit tellement évident et puis que ça vous colle à la peau, parce que si c'est pour incarner quelque chose qui ne vous ressemble pas, ça va pas marcher. Donc, qui je suis moi? Est-ce que je ferais pas aussi un travail psychologique? Parce que c'est bien beau d'avoir des stratégies, mais il faut être pérenne. Et combien de personnes suivent la stratégie de un tel, mais c'est pas toi. Mais ça marchera pas, tu vois. Moi, par exemple, je suis hyper inspirée par Gamze ou par Margot Cunego, par Laurine, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça. Je suis un bisounours, quoi. Genre, moi, si ça se voit pas que je suis un bisounours, même si je suis très femme d'affaires, tu vois, mais très vite, il faut qu'on sente cette vulnérabilité. Si je suis trop profil rouge, c'est pas correct, quoi. Ça ne me va pas. Je suis pas comme ça, en fait. Donc, et pourtant, j'aime le business, j'aime faire de l'argent, hein, mais j'aime faire de l'argent en mode. Et toi, ça va, t'en as fait aussi? Tu vois, c'est comme ça, moi. Alors, tout le monde en a fait? Allez, tous ensemble, on va en faire, tu vois. C'est ça, ma vie. Donc, il faut que ça se voit, tu vois. Et c'est OK, quoi. Je suis OK avec ça. Donc, une fois qu'on a fait le feed, qu'on est OK avec cette image qu'on incarne, qu'on est OK aussi avec... quand je dis feed, c'est la DA aussi, hein, c'est le branding, c'est pas que le personal branding. Qu'on a notre banque d'images. Ayez une méthode, je vous suggère la méthode SCD-SOR, donc toujours stratégie, copywriting, dynamisme, script, comment vous allez tourner les vidéos ou les carousels, quels outils utiliser, si c'est CapCut, si c'est Canva, c'est pas la peine de vous emmerder, moi j'utilise que ces deux-là, et puis le référencement. Et pour le référencement, il faut éduquer son algorithme. C'est super important sur Instagram, beaucoup plus que sur LinkedIn. LinkedIn, vous allez être plus ou moins recommandé chez les profils des gens qui auront interagi chez vous. Chez Instagram, c'est pas comme ça. Il faut d'abord aussi devenir l'allié d'Instagram parce qu'on est à l'ère de la guerre de l'attention. Donc Instagram, lui, il faut qu'il comprenne que ce créateur-là, c'est son allié. Ça veut dire quoi? C'est que je suis le créateur qui conserve ses utilisateurs sur sa plateforme. Parce que sinon, ils vont sur TikTok ou sur YouTube Shorts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je lui donne suffisamment à manger de la ressource qui maintient l'attention des gens. Et là, ça va passer par tout un stade de stratégie. Est-ce que mes contenus sont pourvus d'un hook suffisamment significatif? Et c'est là où je vous invite à avoir un triple hook. Par exemple, le hook visuel, où là j'arrive, hey, je me lance sur Instagram et comme Laurine, je fais mon premier contenu où je dis, à partir d'aujourd'hui, vous allez me suivre dans mon aventure où j'ai 100 jours pour ceci, cela. Peu importe. En plus de ça, il y a un hook de texte. Et puis, il y a peut-être un hook auditif, un sound design, un truc comme ça. Peu importe. Ensuite, est-ce que dans mon corps de création de script et d'images, est-ce que je suis suffisamment impactant pour maintenir l'attention jusqu'à la fin, et ce qu'on appelle le watch time, pour qu'Instagram dise « Ok, cette personne, elle arrive, elle sait de quoi elle parle, elle a bien éduqué. L'algo, ça veut dire qu'elle n'interagit que sur des contenus qui ressemblent à ce qu'elle fait. Je comprends où je dois la trier. Elle maintient mes utilisateurs sur la plateforme. Je vais la mettre en avant. » Et une fois qu'on a compris cette mécanique et qu'on a trouvé, on ne peut pas le trouver sur un premier contenu, mais qu'on a trouvé la mécanique sur un contenu qui marche bien, vous allez voir, vous allez très vite augmenter sur Instagram. Je vous ai donné le b.a.-ba, mais qui marche très bien. Voilà. Et j'aurais fait ça moi. Puis je me serais amusée, évidemment. Trop bien. Et merci, parce que je sais pas si les auditeurs vont s'en rendre compte, mais c'est full valeur ce que vous venez de donner toutes les deux. Je pense qu'il y a littéralement la méthodologie pour commencer de zéro. Voilà, pour commencer de zéro et péter sur une plateforme. J'ai une toute dernière question pour vous avant qu'on se quitte, un petit peu plus rigolote pour qu'on se quitte sur une note plus légère. Alice, je vais commencer par toi. Si tu pouvais échanger ton compte avec une autre créatrice de contenu qui n'est pas Laurine. Ah, merde! Pendant une semaine, qui choisirais-tu et pourquoi? Ma copine Caroline Mignot me ferait kiffer sur ses podcasts. J'aime bien, en fait, j'aime beaucoup son audience à Caroline, donc je me sentirais en safe place, je crois. Je serais à l'aise. Et ça me ferait kiffer d'être une Caroline, hein? Ouais, je lui dirais la prochaine fois qu'on ira en vacances, je lui dirais tiens, je te prête mon compte. Et elle, il faudrait qu'elle fasse des blagues et tout. Ça va la faire marrer. En plus, j'ai découvert sur son dernier post, elle annonçait pour la première fois qu'elle était malentendante de l'oreille
Et je lui ai dit que moi, j'étais malvoyante de l'œil gauche. Donc, ça me ferait kiffer aussi qu'on échange nos handicaps pour voir. Peut-être qu'on aurait une autre vision du monde. Ouais, ça me ferait kiffer Caroline. Ou alors, peut-être un truc qui n'a rien à voir. Tu vois, j'aimerais trop être un gros fitness boy. Tu vois, genre voir ce que ça fait. Tu vois. Team in shape. Ouais, grave. D'être un petit bon shape. Faire des contenus comme ça, hyper intellectuels. Ouais, ça me ferait kiffer. Et toi, Laurine, une créatrice de contenu, pas Alice. Pendant une semaine, tu prends son compte Non, mais Insta. Alice, je voudrais pas parce qu'elle fait trop de trucs. Vraiment, la première personne qui me vient en tête, t'en as parlé tout à l'heure, c'est Gamze. Ouais. Gamze, je la trouve brillante. Elle est partie de rien. Elle a un storytelling de ouf. Et c'est surtout que moi, ce que j'aime chez elle, je suis créatrice de contenu, donc je vois. Et je sais que tout ce qu'elle dit, je le ressens que c'est vrai. Il n'y a pas de mensonge, elle fait pas de blabla, elle fait pas de trop. Et pourtant, elle s'achète des sacs de luxe, elle s'achète, elle a plein de voitures, etc. C'est pas pour ça que j'aimerais être elle pendant une semaine. C'est plus par rapport vraiment à son contenu. Puis il y a un vrai taf derrière. Et ouais, il y a un vrai taf. Elle est hyper smart. Elle est en permanence. Elle se fait défoncer par les haters qui disent ah bah là tu mens, là c'est pas vrai, etc. Et elle a toujours la bonne réponse. Ce que j'aime chez elle, c'est vraiment son mindset, c'est incroyable. Elle a toujours les bons mots au bon moment. Je sais pas combien de livres elle a lu, combien de temps elle a passé à essayer de faire son introspection, etc. Mais c'est en tout cas ce que je ressens chez elle. Et pour moi, c'est vraiment un exemple en termes d'une part de création de contenu, mais aussi de business model. Elle est très très smart. D'ailleurs, avec Laurine, c'est vrai que c'est une personne vraiment qu'on voudrait rencontrer, tu vois. On veut pas l'oppresser, on comprend qu'elle est un peu... On le sent, tu vois, qu'elle est pas dans notre truc, mais s'il y a bien quelqu'un qui nous a inspiré à rencontrer, c'est elle, tu vois. Je lui enverrai un petit message avec l'extrait de cet épisode. Et je lui Tu dirai, la tags, on verra peut-être qu'elle va nous faire un vent monumental, mais on aura testé. Gamze, si tu nous entends, n'hésite pas. On sait faire des super tartes. Laurine, elle fait des quiches merveilleuses. Voilà. Donc, Et puis en plus, on est à côté de l'Espagne, nous. Ouais, non, on n'est pas loin. On est à Montpellier, donc ça va. On espère qu'elle entendra votre message. Merci beaucoup les filles pour votre transparence, votre humour, tout ce que vous avez délivré pour ce moment. C'est passé à une vitesse folle et vous avez tout dit en fait dans cet épisode. Je pense que quiconque veut construire un personal branding en 2025 et en comprendre vraiment les clés, les petits secrets, les choses inconscientes et subtiles, mais qui comptent, écoute cet épisode, il a tout quoi. Donc, et bravo à ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Les gars, vous irez très très loin dans la vie. Bah non, parce que vous êtes tellement passionnantes, intéressantes qu'ils sont restés accrochés tous les deux. C'est pour ça. Merci Aline en tout cas, ça fait trop plaisir. Ouais, franchement, t'es un amour. C'était un honneur pour nous et encore plus d'être ensemble. Ouais. C'est adorable. Voilà, plaisir partagé. Merci.